Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous regardez Niwa d'Enfants. Merci de nous rejoindre pour le décryptage du jour consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Les représailles d'Israël dans la bande de Gaza se poursuivent après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, alors qu'un siège total de la bande de Gaza est imposé depuis lundi. À Tel Aviv, les préparatifs d'une invasion s'accentuent, faisant craindre une situation humanitaire terrible pour les civils palestiniens qui essayent tant bien que mal de survivre. Selon un dernier bilan publié par les autorités locales, au moins 1200 morts sont dénombrés à Gaza. Mamadou Diouf, bonsoir, vous êtes éditorialiste. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie, bonsoir Charlotte. Au 7e jour de cette guerre, la plus meurtrière entre Israël et le Hamas, est-ce qu'on est bien loin d'une désescalade? Non, on est loin d'une désescalade puisque ça fait 7 jours que Israël bombarde cette partie de la Palestine, Gaza en particulier. Et quand on regarde, les chars sont en train d'être massés au niveau de la frontière, ce qui fait croire qu'il y aura éventuellement une opération terrestre sur Gaza. Pendant le même moment, le Hamas, le djihad islamique, continue à envoyer des missiles sur Israël. Donc, pour le moment, là où on en est, on ne peut pas parler de désescalade. C'est clair qu'il y en a qui essayent de négocier de façon souterraine, mais quand on voit les Américains amener des navires, les Britanniques amener des navires, apporter à Israël un soutien de la façon la plus forte, alors que c'est eux qui devraient pouvoir le plus faire pression sur Israël, mais ça veut dire que la désescalade, ce n'est pas pour demain. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé un gouvernement d'urgence formé par Benny Gantz, un des principaux chefs de l'opposition. Dites-nous, quelles sont les principales tâches de cette nouvelle équipe décidée des opérations militaires en vue d'une invasion peut-être? En fait, comme ils disent, ils parlent de gouvernement d'urgence. Netanyahou, comme on le sait, était en train de rencontrer d'énormes difficultés. Aussi bien avant d'être élu, pire quand il a été élu avec cette révision constitutionnelle qu'il a voulu faire et qui a amené les Israéliens, toutes les semaines, des milliers d'Israéliens dans les rues. Il faudrait qu'il profite également politiquement de cette affaire-là. Et c'est ça. De façon générale, effectivement, quand il y a une guerre dans un pays, on appelle à ce qu'on appelle le sursaut national. C'est logique qu'on aille dans ce sens, mais Netanyahou a également un agenda secret dans cette affaire, essayer un peu de faire oublier le revers qu'il a eu en essayant avec les ultra-orthodoxes, puisque la loi les concernait, de faire en sorte que certaines personnes que la loi israélienne considère comme des personnes pas fréquentables, qu'on ne peut pas nommer à un certain nombre de postes de responsabilité. Et il y en avait parmi les ultra-orthodoxes qu'ils voulaient nommer par la force. Il faut casser le verrou qui était là pour pouvoir les faire passer. Mais ça, les Israéliens ne l'ont jamais accepté. Donc, il aura l'occasion de faire deux choses en même temps. Créer un sursaut, parce qu'il y a eu attaque, il y a plusieurs Israéliens qui sont tombés, appeler les Israéliens à un sursaut, mais en profiter également pour passer un peu ce mauvais moment politique qu'il a traversé pendant plusieurs semaines. Justement, mais bien avant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été longtemps en difficulté. Les élections législatives qui se sont multipliées en Israël, de vos analyses, le retour du Premier ministre Benjamin Netanyahou a-t-il un peu compliqué le dialogue sur le dossier palestinien? Mais tout à fait, pas seulement le retour de Netanyahou. Netanyahou, Premier ministre ou pas, tout le monde connaît sa position. Si c'est Netanyahou seulement, il n'y aura jamais un État palestinien. Ce gouvernement, en plus, est le gouvernement le plus à l'extrême que Israël n'a jamais connu. Puisqu'il n'avait pas la majorité, il n'était pas capable de former un gouvernement. Il a fallu qu'il s'allie aux ultra-orthodoxes et les ultra-orthodoxes ont exactement la même posture. Mais de sorte que dès que le gouvernement a été formé, mais tout le monde a dit qu'on va vers l'affrontement parce que ce n'est pas ceux-là qui vont négocier, ce n'est pas ceux-là qui vont donner aux Palestiniens le minimum auquel ils ont droit, c'est-à-dire un État en bonne et due forme. Et dans ce nouveau conflit, d'après les autorités israéliennes, l'objectif d'une invasion terrestre sera d'infliger un maximum de dégâts aux structures militaires du Hamas. Mais c'est une opération qui peut être périleuse, notamment dans la zone urbaine de la bande de Gaza, qui rassemble une forte concentration de la population. Si l'ONU existe et que l'ONU peut faire quelque chose, l'ONU devrait empêcher cette opération. Puisque si vous regardez l'effet déjà des bombardements, on est en train de raser des quartiers. On est à plus de 1600 morts. On avait insisté sur les enfants morts en Israël.
On est autour de 500 morts actuellement en Palestine et ce n'est pas la première fois qu'à l'issue de ces bombardements qu'on se retrouve avec des enfants qui sont décédés dans des circonstances qui sont atroces. Mais en réalité, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'ils cherchent. Je n'aime pas trop le président égyptien Al-Sisi. Il n'est ni exemplaire à l'intérieur de son pays, ni par rapport à la Palestine. Mais vous le voyez dire, les Palestiniens ne doivent pas quitter leur terre. Est-ce qu'Israël n'est pas en train de vouloir chasser les Palestiniens de Gaza, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises, de plusieurs zones au niveau de la Palestine, de 1948 à aujourd'hui, pour non pas faire une invasion militaire seulement, mais pour occuper cet espace de la Palestine à nouveau, l'ajouter à Israël, parce que après le plan de partage où les Palestiniens avaient 48% à peu près du territoire, on est aujourd'hui autour de 15% à cause du grignotage des Israéliens à travers les colonies et autres. Est-ce qu'on n'est pas dans cette même logique, sans le dire, chasser les Palestiniens et venir occuper leurs terres, comme Israël l'a fait depuis plus de 60 ans? Et un autre aspect très important de cette guerre, ce sont les incidents aux frontières nord avec le Liban et la Syrie qui se sont multipliés depuis le début de l'offensive du Hamas sur le territoire israélien. Mais c'est tout à fait logique puisque même avant cette guerre, Israël de temps en temps bombardait au niveau de la Syrie. Puisque tout le monde le sait, le président syrien a été soutenu par l'Iran. Avec la partie du Liban également, surtout la partie sud avec le Hezbollah, c'est toujours la même chose. C'est une zone de conflit en bonne et due forme. Il n'y a aucune surprise également quand le Hezbollah prend cette position très forte qui consiste à se solidariser par rapport aux Palestiniens. Et tout récemment, même le responsable a rencontré un responsable iranien en répondant indirectement aux Américains, aux Allemands également, qui disent que si ça s'est fait, c'est parce que l'Iran a apporté son soutien. Ils disent que tout est possible. Puisque les gens disent non, il faut faire attention pour que ça ne déborde pas. Mais ça risque de déborder si on laisse Israël aller massacrer tout simplement les Palestiniens. Et ça a déjà commencé à déborder. Regardez tout ce qu'il y a actuellement comme manifestation à travers le monde. Et ne pensez pas au monde musulman, parce que malheureusement, même dans le monde musulman, dans le monde arabe, il y a des pays où on ne manifeste pas. Et on ne manifeste pas parce que le président de la République ou le roi a une position qui n'a absolument rien à voir avec la position des populations qui soutiennent totalement la Palestine. Je parlais tout à l'heure d'Al-Sisi, mais si on avait laissé les Égyptiens, ils ne vont pas manifester, ils vont traverser la frontière pour aller se battre, et ils l'ont déjà fait. Mais personne ne manifeste. Vous voyez sa position qui dit aux gens les Gazaouis, restez chez vous sous les bombes. Est-ce qu'on peut tenir un discours aussi irresponsable en l'adressant à des populations? Je pense que non. Donc, il y a cette crainte qui est là au niveau de certains États, de sorte que la prise de position est difficile. Tout le monde sait qu'Al-Sisi est fortement soutenu par les États-Unis. Comment faire quand les États-Unis ont pris fait et cause pour Israël? Tout le monde sait que sa population est totalement pour la Palestine. Vous voyez un peu dans quelle situation se trouve un tel président et il n'est pas le seul dans cette situation. Et justement, parlant des États-Unis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite dans la région depuis ce jeudi. Oui, mais les Américains font de la fumisterie. Vous allez en Israël, vous dites on vous soutient sur toute la ligne. Après, vous allez voir les pays arabes pour dire non, il faut qu'on voit comment on va faire pour... Non. Pour moi, ils sont disqualifiés. C'est une position, selon vos analyses, qui n'est pas très claire. Mais ils sont disqualifiés pour amener la paix en Palestine. S'ils pouvaient le faire, comment on l'appelle encore, les accords d'Oslo, les conférences internationales sur la Palestine, c'est toujours eux. Ça n'a jamais donné de résultat. On l'a utilisé tout simplement pour revenir à une situation d'apaisement quand il y a eu des problèmes. On ne cherche pas une solution pour la crise israélo-palestinienne. La solution existe. Il faut l'appliquer. Et la solution est dans les textes des Nations Unies. Israël, au niveau des Nations Unies, il y a eu plus de 50 résolutions contre Israël. Toutes ces résolutions, Israël n'a respecté aucune. Si on prend tout simplement en repère l'année 2022 qui vient de passer, mais il y a eu 15 résolutions contre Israël. Même la guerre Russie-Ukraine n'en a pas eu autant. Il y en a eu 6 contre la Russie. Mais absolument rien n'est respecté et personne ne dit rien. Et après, maintenant, on dit aux Palestiniens, il faut respecter le droit international. Vous n'avez pas respecté ceci. De quel droit international on parle? Celui qui a été piétiné par Israël de 48 à aujourd'hui. Mais ça pose véritablement problème. Pour moi, sa visite est plus un soutien à Israël qu'autre chose. Et certainement, ce qu'on disait tout à l'heure, il va essayer de neutraliser également ces pays pour que ceux-là ne viennent pas se mettre du côté des Palestiniens, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les autres pays où il est allé, les populations sont pour la cause palestinienne, pas du tout pour un compromis même.
avec des affrontements aux frontières impliquant le Liban, la Syrie et l'invasion en préparation à Gaza. Est-ce que l'Israël sera obligé de gérer plusieurs fronts à la fois? Mais non seulement ils seront obligés, ils ne savent même pas combien de fronts ils vont gérer. Ce qui est sûr, il y aura au moins 2 fronts. Celui avec la Palestine et celui avec le Liban, parce que le Hezbollah a pris une position qui est extrêmement claire. Et ils connaissent le Hezbollah, puisqu'il y a eu déjà une guerre entre eux au niveau du Liban. Ce qu'ils craignent maintenant, c'est des fronts venant d'ailleurs. Si vous voyez, ils ont anticipé, ils ont bombardé l'aéroport d'Alep au niveau de la Syrie, parce qu'ils se disent que certainement s'il va y avoir un appui aérien pour les Palestiniens, ça pourrait venir de la Syrie. On commence à bombarder pour empêcher les gens de pouvoir utiliser des espaces qui sont plutôt proches. Mais ça montre qu'eux-mêmes prennent conscience qu'il y a une limite qui, si elle est dépassée, peut amener pas seulement les Palestiniens et le Hezbollah, mais d'autres à vouloir se mêler à ce qui se passe au niveau de la Palestine aujourd'hui par rapport à Israël. Mamadou Diouf, l'ONU reste le seul interlocuteur qui pourrait négocier en cessez-le-feu dans ces conditions? Mais l'ONU, malheureusement, est une institution extrêmement importante pour la paix dans le monde. Mais l'ONU est dirigée par les plus grands terroristes de ce monde. Et je pèse mes mots. Parce que le terrorisme, quand il a commencé, c'était du terrorisme d'État. C'est après que c'est devenu du terrorisme de groupes d'individus. Qui a envahi l'Irak, qui a détruit l'Afghanistan, qui a tué Kadhafi et mis la Libye dans la situation dans laquelle se trouve la Libye aujourd'hui. Mais ce sont ceux-là qui sont au niveau du Conseil de sécurité. Ce sont ceux-là qui détiennent le droit de veto. Si vous enlevez la Chine, qui généralement ne prend pas position sur ces questions, mais les autres, parmi les 5, c'est qui? C'est la Russie, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, mais ils sont tous impliqués dans cette affaire, à part la Russie, plus du côté d'Israël que du côté de la Palestine. Donc s'il faut aller là-bas pour chercher une solution, il est clair que s'il y a solution, elle ne sera pas juste au moins, parce qu'ils sont déjà des gens qui ont pris parti. Ils ne vont pas pouvoir être juges de façon objective. Justement, Benjamin Netanyahu, qui s'est exprimé aux côtés du secrétaire d'État Anthony Blinken, du secrétaire d'État américain, a déclaré que le Hamas au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza devrait être traité comme un groupe djihadiste d'État islamique, auteur d'atrocités en Syrie et en Irak il y a quelques années. Quelle est votre analyse de ces déclarations du Premier ministre israélien? Mais c'est fait exprès. Ça me rappelle quand on traitait au niveau du Rwanda une partie des populations de cafards. C'est pour pouvoir les écraser et les tuer sans que les gens ne réagissent. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre responsable israélien qui disait que ce sont des animaux humains. C'est-à-dire une façon de légitimer le fait qu'on puisse les tuer sans pour autant que ça ne pose de problème. Mais c'est fait à dessein. Si vous regardez tout le massacrage actuellement médiatique sur une bonne partie des télés, c'est ça. Mais aujourd'hui, on ne peut plus tromper les gens. Mais vous avez des télévisions arabes qui montrent les bonnes images. Vous avez des individus, des intellectuels américains, français et autres qui disent la vérité sur cette affaire-là pour dire aux gens, attendez, la guerre ne vient pas de commencer entre la Palestine et Israël. Ces deux espaces sont en guerre depuis 1948. Il n'y a jamais eu autre chose que la guerre. Et dans tout ce processus-là, l'agresseur, c'est clair, c'est Israël. Et même dans les résolutions des Nations Unies, Israël, quand on demande à Israël de quitter les territoires occupés, quand on demande à Israël d'arrêter les colonies de peuplement, la résolution des Nations Unies a écrit Israël, puissance occupante. Puissance occupante, je le mets entre guillemets. Mais les choses sont claires. Pourquoi aller chercher encore une solution comme si on ne connaissait pas le problème, comme si on ne connaissait pas la solution? On connaît le problème, on connaît la solution. Maintenant, il ne faut pas vouloir jouer un peu sur la politique, jouer sur la géopolitique. Le droit est là pour résoudre le problème. C'est le droit qu'on a utilisé pour créer l'État israélien, qu'on le fasse pour créer l'État palestinien et un État vivable. Pas un faux État où on vous met dans des conditions où rien ne pourra être réglé pour les populations palestiniennes. Un État vivable, vous faites allusion à avoir aussi un gouvernement, une armée. Mais un État en bonne et due forme. Parce que ce qu'Israël dit, non, pour sa sécurité, ils veulent créer un monstre. Parce que ça, ce n'est pas un État. Un État, c'est un territoire. Un État, c'est un gouvernement. Un État, c'est une armée. Et quand je dis armée, une armée en bonne et due forme, capable de protéger d'abord l'intégrité territoriale, mais capable de protéger également les populations. Il n'y a pas d'armée en Palestine.
Il y a quelle armée en Palestine actuellement? Ben, ça ne peut pas être un État sans une armée. Et ce vendredi, jour de prière musulmane, des milliers de personnes ont manifesté dans différents pays dans le monde en soutien aux Palestiniens en Jordanie, en Malaisie ou encore en Irak, même en France, alors même que la France a connu aujourd'hui une nouvelle attaque à l'arme blanche. Tout à fait. Macron a fait sa part de manipulation en disant que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Je ne sais pas quels critères il utilise. En tout cas, des élections ont été organisées et c'est le Hamas qui a gagné les élections et ce sont les Palestiniens qui ont voté. Maintenant, s'il a une autre façon de comprendre les choses qu'il nous explique, parce que c'est ça qui est clair. Ce qui est sûr, la France a une position claire. On a laissé les gens manifester pour Israël, on refuse aux gens de manifester pour la Palestine. Les gens ont forcé, manifester malgré l'interdiction au niveau de la République, et ce n'est pas 300 personnes, c'est des milliers de personnes qui étaient là-bas. Les vidéos sont là, les gens peuvent regarder, pour dire que ce n'est pas dans les pays musulmans seulement qu'il y a cette rupture entre une partie des populations et les dirigeants par rapport à cette question. Vous l'avez en France, vous l'avez également aux États-Unis, où on a marché à Chicago, l'Université de Columbia, Howard, beaucoup d'universités publiques ont manifesté contre la position américaine. C'est pourquoi je dis, la question juridique, elle est claire, elle est nette. Mais les gens veulent déplacer les choses sur un terrain politique, comme si c'était un terrain politique. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de droit qui se pose, que les Nations Unies ont déjà résolu. Il reste tout simplement à appliquer ce qui a été dit, ce qui ne se fait pas. Maintenant, tous qui sont conscients de cela, effectivement, sont en train de manifester en disant, mais non, ce n'est pas possible. Dans le monde musulman en particulier, c'est des manifestations monstres qui ont été organisées dans un certain nombre de pays. Mais comme j'ai dit, la position de la population n'a rien à voir souvent avec la position de ceux qui dirigent le pays, sauf des cas comme l'Iran où vous avez les populations qui sont au même niveau que les dirigeants. Et les manifestations se sont multipliées ces derniers jours dans plusieurs pays. Quels sont les objectifs de ces sorties populaires? En fait, il y a deux objectifs ici. Le premier, c'est que certainement les gens sont outrés de la manipulation qu'on est en train de faire de cette affaire. Où on parle d'Israël qui se défend, qui est sous une situation de légitime défense, il a le droit de se défendre. La France même dit que, Macron même, parce que ce n'est pas la France, Macron dit qu'il est d'accord avec une réaction qui va être forte et juste. Ben, forte, ça signifie quoi? C'est bombarder. Quand on bombarde, ça ne peut pas être juste parce que les bombes ne font pas la part des choses entre quelqu'un qui est membre du Hamas et quelqu'un qui est un Palestinien, tout simplement. Et ça, les gens ressentent cela un peu d'abord comme des positions qui sont impartiales, comme également de l'injustice, parce que ces pays qui passent tout leur temps à vouloir donner des leçons en matière de droits de l'homme, qui parlent de respecter le droit international, n'oublions pas que la CPI, avec Mme Bensouda, quand la CPI avait été saisie sur la question d'Israël, quand elle a voulu commencer, qu'est-ce que les Américains ont fait? Mais ça veut dire qu'Israël est là, Israël peut faire ce qu'il veut, personne ne doit rien dire, c'est la première chose. Et quand vous essayez d'entamer une procédure juridique, ce qui est tout à fait normal contre Israël, mais on va vous créer tous les problèmes du monde, comme on a voulu le faire avec la CPI et Bensouda. Mais en ce moment, les gens sont obligés de dire non, le monde ne vous appartient pas, vous ne connaissez pas mieux que nous ce qu'est le droit. Nous savons ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des médias qui peuvent montrer une chose que d'autres ne vont pas montrer. Heureusement que les médias sont là pour montrer sur un fait plusieurs angles pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe et avoir une position. Mais ça fait qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème parce que la manipulation ne marche pas. La preuve, c'est que dans les pays où on a essayé le plus de manipuler, les populations sont en train de réagir et de dénoncer la position de leurs gouvernants. Et pour conclure, Mamadou Diouf, de vos analyses, l'invasion israélienne en préparation doit pouvoir être évitée pour sauver la vie des civils? Pas seulement pour sauver la vie des civils, pour ne pas nous mettre dans une nouvelle incertitude. Parce que actuellement, si vous voyez Blinken qui se promène, qui part en Jordanie, qui part au Qatar, qui va aller en Arabie Saoudite, etc., c'est parce qu'une des conséquences que ça peut avoir, c'est que ces régimes sur place même peuvent être renversés par les populations. Alors qu'ils comptent sur ces gens-là, puisque c'est eux qui sont là avec leur plan Abraham, où ils ont amené un certain nombre de pays arabes à renouer avec Israël contre la volonté des populations de ces pays. Il n'y a pas des populations de ces pays qui sont d'accord avec le fait qu'ils aient renoué les relations. Donc, ils sont en train de vouloir sauver d'abord ce plan Abraham, mais ils sont en train de vouloir également neutraliser ces pays pour qu'ils ne s'en mêlent pas si Israël va dans le sens de faire une invasion. Mais il n'y a aucune garantie pour cela.
parce que ce n'est pas les Américains qui décideront de ce que ces populations vont faire. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de New Soir, c'est tout de suite sur New Info 1.